Ce fut un Grand Prix riche en polémiques. Moi, les polémiques, je m'en tartine les miches. Et on va plutôt s'intéresser au Grand Prix remporté par Oscar Piastri sur consigne d'équipe, une première dans toute l'histoire de la Formule 1. Oserais-je dire, de l'histoire, parce que j'ai pas de souvenir. Je parlais éventuellement de Luigi Musso en 1956. Qui a gagné son premier Grand Prix en pilotant la même Ferrari que... Je fume pas, mais je fais semblant parce que ça fait péteux. En roulant dans la même Ferrari que Fangio, techniquement, c'est Fangio qui a fait tout le boulot. Mais vu que Musso a un peu roulé dedans, Luigi Musso a aussi un peu gagné. Luigi Musso, que j'aime particulièrement pour le jeu de mots, Luigi Musso Chocolat. Merci, Louis, pour le 11e mois d'abonnement. On va retenir que la fin de la phrase et oublier la blague. En tout cas, voilà un petit peu pour les résultats. Lewis Hamilton qui monte sur son 200e podium en Formule 1, du jamais vu aussi en Formule 1 tout court. Et je vais me reprendre, je m'étais fait une petite note de statistiques et comme par hasard j'ai oublié de les ressortir juste avant le live, parce qu'il y avait de quoi aussi en faire un roman des statistiques. Pour la petite page statistique, et je vais certainement en oublier, Oscar Piastri est le premier Australien à gagner un Grand Prix depuis Daniel Ricciardo en 2021. Il mène le premier doublé McLaren depuis Daniel Ricciardo chez McLaren en 2021. Voilà, on constatera avec beaucoup d'ironie que McLaren a totalement oublié que ce truc avait existé. Oscar Piastri devient le 5e pilote australien à gagner. C'est pour ça, petit hommage à Jack Brabham aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas particulièrement d'anniversaire marquant cette semaine. Jack Brabham étant le premier à remporter un Grand Prix et naturellement le premier champion du monde, le boss le plus iconique de tous les Australiens avec 3 titres remportés en 59, 60 et 66 célèbrement dans sa propre équipe et dans son propre châssis motorisé par Repco. On notera qu'en face on a un autre champion du monde australien, étant Alan Jones, le féroce et rude Alan Jones en 1980, premier champion du monde. Williams, il y a de la concurrence puisqu'après on retrouve le meilleur pilote de toute l'histoire, Mark Webber et ses 9 victoires chez Red Bull. On rappelle, on a vu l'extrait sur les réseaux sociaux de la F1, ce magnifique dépassement à l'intérieur puis l'extérieur de l'eau rouge et du raidillon sur Fernando Alonso en 2011. Et Daniel Ricciardo naturellement avec ses 8 victoires, donc 20 pilotes australiens en Formule 1, mais il y a 5 vainqueurs désormais, et il va y avoir du challenge pour être à la hauteur des 4 précédents. Ah, la coche bleue, ça veut juste dire que c'est un pigeon. Je les confonds toujours, ils se ressemblent. Dites-le pas trop fort d'ailleurs quand c'est des pigeons, parce que Cacahuète, il chasse les pigeons, lui. Alors, est-ce que si j'essaye de l'éclairer? On va pas trop loin. Oui, parce que pour vous dire, Cacahuète, il est sous le bureau. C'est pas ce que vous croyez, mais il est sous le bureau. Parce que je lui ai emménagé un petit emplacement, parce qu'il aimait bien se mettre... voilà. Donc voilà, je l'ai mis là, c'est très bien, c'est très bien. On note que Oscar Piastri devient le 13e vainqueur du plateau. Alors j'ai cru lire que c'était une première depuis le Grand Prix de Belgique 1980, mais je dois avouer que j'ai pas réussi à vraiment le fact-checker. Parce qu'au Grand Prix d'Australie de Belgique, pardon, 1980, c'est Pironi, je crois, qui a gagné sa première course. Voilà, c'est ça, Didier Pironi dans la Ligier Ford qui a gagné son premier Grand Prix. Je dois admettre que j'ai pas passé plus de temps là-dessus. Merci Gaspachette pour le 1 pénis, mais j'ai pas passé plus de temps là-dessus puisque, comme je le disais, mon chat est malade. Bref, quoi qu'il en soit, 3e pole position pour Lando Norris, comme George Russell, qui l'a signé à Silverstone, c'était sa 3e pole. Et voilà à peu près, comme je mentionnais, les 200 podiums de Lewis Hamilton. Bref, voilà à peu près sur les statistiques de ce week-end. Et si on peut conclure en disant que c'était le 359e abandon de Pierre Gasly cette saison sur problème hydraulique. On va continuer à faire un petit tour. Cette fois-ci, je vous propose de regarder un peu les stratégies qu'on a eues. Puisque c'était pas tout à fait inintéressant, tout le monde ayant commencé plus ou moins sauf dans le top 10.
On notera que Perez et Russell, à cause de leur mauvaise position sur la grille, sont partis en pneus durs, une stratégie qui a payé, qui leur a permis d'overcut, donc de dépasser beaucoup de pilotes après cette rarité. On a Stroll, Alonso, Albon et Magnussen qui ont commencé en soft et se sont arrêtés très tôt, à l'exception de Stroll, on y reviendra un peu plus tard. Naturellement, les trois autres, Alonso, Albon et Magnussen, ont été très mécontents de leur stratégie. On dira qu'il en est de même pour Zhou, Ocon et Sargent qui se sont arrêtés tôt, même si c'était avec les médiums, et Ricciardo aussi. Voilà à peu près ce qu'on peut en dire. Et puis pour le reste, ça a été une stratégie globalement identique aux avant-postes, médium, dur, médium. Et sinon, ça a été du dur, médium, dur. Et dans le fond de peloton, on est resté sur du 2 arrêts classique. On notera quand même Yuki Tsunoda qui a réussi à faire fonctionner le 1 arrêt grâce à une splendide course, se rattrapant très bien de son samedi. Et pour que je rate rien, voilà, pour parler un petit peu de McLaren qui a réalisé sans conteste son meilleur résultat depuis très longtemps, puisque là, ça a vraiment été à la régulière et pas suite à un week-end un peu bizarre. En 2021, on avait Bottas qui avait 30 000 places de pénalité sur la grille, Hamilton et Verstappen qui se sont foutus dehors avec les Red Bull qui n'étaient pas très performantes à Monza. Là, on a vraiment deux McLaren qui ont dominé la course. Oscar Piastri avec un excellent rythme dans les débuts de course, Lando Norris avec un excellent rythme du début à la fin. Encore une fois, je vous renvoie vers les petits diagrammes en boîte qu'on voit qui sont générés depuis la bibliothèque Python Fast F1 et que tout cela nous est condensé dans ces petits graphiques que j'ai préparés et qui sont imprimés via le Formula Teammates Dual Championship Generator 2000 by Strigoon qu'on a fait justement mardi soir très tard et c'est pour ça que ça a été difficile pour moi mercredi et hier de continuer parce que hier j'étais beaucoup trop pas en forme. Et on constate les rythmes de course, encore une fois, c'est du copier-coller, prouvant encore une fois qu'il y a une très très nette amélioration du côté de Oscar Piastri, même si on notera que sur la fin de course, Norris a dû considérablement lever le pied, pendant le second relais, Norris était dans une phase un peu plus d'attaque, là où Piastri pouvait un peu mieux gérer, mais globalement, on voit que les deux sont très proches. Et que voilà, c'est un petit coup dur pour Norris, je pense, qui, encore une fois, perd une victoire, on dira, sur un mauvais départ. Alors autant, ça pouvait s'excuser pour moi à Barcelone, parce qu'on a une ligne droite très longue. Là, j'ai trouvé que sa défense sur Piastri était assez inutile, inutilement agressive, puisque c'est son coéquipier, donc ça servait à rien d'aller défendre de la sorte. Et au final, ça lui a même coûté, je pense, la position sur Verstappen dans un premier temps. Donc, ça n'a pas été très malin. Mais bon, faut revoir ça. Mais quoi qu'il en soit, à titre personnel, j'en aurais rien une à foutre d'Oscar Piastri. J'aurais dit, les positions sont comme ça, point barre. T'es deuxième, l'équipe est 1 et 2, c'est tout ce qui compte. On va pas prendre de risques inutiles pour les réinverser, même si ça a été fait proprement, qu'il n'y a pas eu de raison plus que nécessaire de s'inquiéter. Mais bon, honnêtement, dans une perspective d'équipe de Formule 1, en se disant que dans le meilleur des mondes, on peut aller chercher le titre pilote avec Lando Norris, même s'il y a du boulot, vu le niveau de perf actuel de McLaren, je me dirais, rien à foutre de Piastri, on va donner 7 points de plus à Lando Norris. Donc voilà, je me dis c'est très con quand on prend cette perspective-là. Après, en tant qu'équipe qui veut viser un titre constructeur, quel que soit l'ordre, ça a peu d'importance. En tout cas, un nouveau très bon week-end de McLaren, cette fois parfaitement opéré. C'était vraiment ce qui leur manquait, un opérationnel nickel sur les pilotes, sur la stratégie et sur la gestion de course. Là, ça a été parfait dans tous les sens avec une très bonne qualif des deux pilotes. Donc, un très gros bravo à tout le monde. Bonjour, trop cool. Oh, la barbiche. C'est la qui de barbiche.
qui est trop belle. Tiens-moi par la barbichette. Très très belle course des Mercedes. Parce que Hamilton, c'était pas gagné. Ce podium, il sort pratiquement de nulle part. On dira que sans un Max Verstappen faisant du Max Verstappen, il n'avait pas le podium. Mais sinon, autrement, il a mené une excellente course pour se débarrasser des Ferrari. Et clairement, sur le rythme de course, il y en avait un petit peu plus. Et George Russell, ben, bon, là, attention, hein, les rythmes de course n'ont rien à voir. Mais quand on regarde les meilleurs tours en course, où Russell a pratiquement 1 seconde 8 de mieux que Hamilton, on replace dans le contexte, encore une fois, la stratégie qu'on n'a toujours pas eu le temps d'afficher. Mais voilà, Hamilton termine 30 tours avec des pneus durs. Russell termine la course 17 tours avec des pneus durs. Donc, automatiquement, il pouvait beaucoup plus s'attaquer. Voilà, ça, on explique la différence de rythme avec une très mauvaise position sur la grille de départ. La qualif était très serrée. Très bête de la part de l'équipe et même de lui-même, hein, d'avoir pas su être là où il fallait en Q1. Bon, il a fait une petite erreur, ça se paye. L'équipe a fait une petite erreur aussi en Q1 en mettant pas assez d'essence, ça s'est payé. En tout cas, ça a été pas mal. Il a réussi à se débarrasser de Pérez pendant le premier relais. Malheureusement, bon, il n'a pas pu le repasser plus tard. Voilà. Non, je crois que je dis des bêtises, je sais même plus. Attends, je vais reprendre mes notes. Ouais, c'est ça, c'est la bonne note. Qu'est-ce que je suis drôle, bon sang. Je me fais tellement rire. Russell. Ouais, Russell a passé Pérez au départ, hein, c'est bien ça. Et il a réussi à rester devant pendant tout le premier relais et il a perdu la position. Pérez l'a undercut, tout simplement. Voilà, je pense qu'il y a très peu à ajouter sur Mercedes, si ce n'est qu'on continue sur une bonne dynamique, mais que globalement, je relève que lorsque le circuit ne convient pas parfaitement, comme ça peut être le cas à Silverstone, on reste quand même assez loin de Verstappen et des McLaren. Ferrari. Honnêtement, là, je pense qu'on a eu un week-end où si on n'avait pas Carlos Sainz et Charles Leclerc dans les voitures, on finissait pas 4 et 6, mais on finissait un peu plus bas. Les deux ont mené un week-end exceptionnel. Charles Leclerc très en difficulté pourtant sur les essais libres. Et il a réussi dès la qualif à être, surtout en Q3, à être ultra performant. Finalement, il se fait battre qu'à cause du drapeau rouge où, en premier temps, il avait fait un meilleur chrono que Carlos, mais Carlos a pu en faire un second. Leclerc n'a pas eu le temps. Mais voilà, 4e et 6e sur la grille, c'était primordial quand on sait qu'à l'heure actuelle, on est normalement derrière Russell et Pérez, mais les deux se sont qualifiés très loin. On notera pour Leclerc un crash débile, un peu en essai libre 2. Alors débile, un crash c'est jamais très malin, mais c'est vrai que se crasher en essai libre, c'est la boulette un peu idiote. Mais quoi qu'il en soit, il a fait le bon boulot en qualif, et en rythme de course, il a aussi été très impressionnant, j'ai trouvé. Ça a été 2 courses différentes pour les pilotes, mais globalement, il a... voilà. J'ai été vraiment étonné parce qu'il commençait très mal son week-end, et Sainz, de son côté, ça a été âprement solide, si ce n'est que pour lui, ça s'est vraiment joué au départ. Où il perd les positions face du coup à Leclerc, et que je ne dise pas de bêtises, il la perd aussi face à Hamilton. Oui, c'est ça, il se fait passer par Hamilton, qu'il parvient à repasser un petit peu plus tard, mais bon, il a quand même perdu la place. Sinon, ça a été rigolo. Ça a été rigolo de voir les deux pilotes qui ont fait un week-end ultra solide. Tu trouves que Sainz perd trop de place au départ? C'est vrai que j'ai pas particulièrement relevé ça, pour être honnête. J'y prêterai plus attention. C'est vrai que j'ai pas entendu vraiment parler là-dessus, et c'est pas une constance que j'ai relevée. Mais c'est vrai que je l'ai entendu sans plaindre, maintenant que tu le parles.
Je crois qu'il parlait peut-être de simplement un problème sur les réglages de l'embrayage. Mais tu vois, ça, c'est un des énièmes trucs qui me fait encore plus détester la F1 moderne. Ouais, mais il y a un moment, faut assumer ses positions. Parce que, de mon temps, un pilote, c'était un embrayage. Et c'est tout. Aujourd'hui, il y a plein d'électronique. Oui, il perd 3 places. Non, 2 places. Il se fait juste passer par Leclerc et Hamilton. Et Alonso. Et Alonso, tant pour moi, je regardais les mauvaises lignes. Il se fait passer par Alonso au départ. Et non, et j'ai dit n'importe quoi du coup. Il se fait passer par Hamilton, Leclerc et Alonso. Bien vu, Harry. En tout cas, pour conclure sur la partie Ferrari, il y a du boulot. Je ne me suis pas encore intéressé aux essais libres. Je suis rentré il n'y a pas très longtemps et je me suis dit que j'allais déjà clore le chapitre, puisque tout le boulot était fait, il restait qu'à l'enregistrer, donc voilà. J'enregistre pas, mais je le fais en live. Pour poursuivre sur ce petit débrief de la Hongrie, chez Red Bull, eh ben, on a eu le pire de l'un et le meilleur de l'autre, et ensuite le meilleur de l'un et le pire de l'autre. Verstappen qui a tiré le maximum en qualification, avec une course qui, pour moi, s'est jouée au départ. Je pense, enfin, pour moi, Verstappen, on l'a perdu au départ, et encore une fois, gros problème de sang-froid chez Maximus. Gros problème de sang-froid, puisque dès l'instant qu'on lui a dit qu'il devait rendre la position à Norris, il a dit « Ah, ça y est, donc maintenant, on a le droit de se faire pousser hors de la piste. » D'accord, très bien, je prends note. Bon, c'était d'une mauvaise foi absolue, mais encore une fois, jamais, voilà, je vais pas faire des trucs que je reproche, jamais juger ce que dit un pilote quand il est au volant. Voilà, on peut en rire, apprendre des trucs, mais pas le prendre pour argent comptant. Les seuls pour moi qui peuvent critiquer les pilotes à la radio sont les pilotes eux-mêmes, parce que c'est les seuls qui savent vraiment ce que c'est que d'être pilote de Formule 1, ou pilote d'autres catégories, mais bon, c'est un peu différent, je pense. Donc voilà, je vais pas blâmer Verstappen d'insulter son équipe de tous les noms de ci ou ça. Ça, c'est un problème qu'ils doivent gérer en interne. C'est pas à nous, public, de dire quoi que ce soit dessus, parce que, encore une fois, c'est un média de communication entre le pilote et l'équipe. C'est pas, on met pas des radios dans les voitures pour leur dire, hey, les gars, franchement, si jamais on se fait chier, éclatez-nous. Non, c'est pas ça du tout. Donc, par contre, Verstappen qui s'emporte dès le départ parce qu'il voit qu'il n'a pas le rythme pour suivre les McLaren. Il voit qu'en plus de ça, à la stratégie, il se fait bouffer par Hamilton et Leclerc. Naturellement, il n'est pas content. Mais d'un autre côté, fallait vraiment tenter quelque chose. Mais c'est aussi un très bon coup stratégique de Mercedes d'avoir arrêté Hamilton en premier dans le groupe de tête. Ce qui a justement forcé les McLaren à se réarrêter. D'ailleurs, c'est très malin. Hein. Si vous vous rappelez, on dit à Norris dès le premier relais, on couvre Hamilton, on couvre pas Verstappen. Leur préoccupation, ça a tout de suite été de voir que Hamilton pouvait être un danger imminent. Et chez Red Bull, on ne l'a pas vu. Donc, il y a eu ça. Et ensuite, il y a eu cette collision avec Hamilton. Bon, c'est pareil, hein, je me dis... c'est le désespoir qui parle, parce que dès l'instant que tu vois Verstappen plonger, tu sais qu'il va pas finir le virage. S'il y avait pas Hamilton, il prenait pas le virage. Enfin, il l'a pas pris dans tous les cas, mais parce que finalement, il a fait rebond. Mais si Hamilton était un peu plus avancé, ça aurait fait comme Bottas en 2020. Voilà, les deux dehors, quoi. Donc, à aucun moment, les deux partaient. Donc, c'était pas très... C'était un coup de chaud, c'est clairement un coup de chaud. Il n'arrivait pas à dépasser et la frustration était là. Quant à Pérez, c'était un de ses meilleurs week-ends depuis très longtemps, mais il a fallu qu'il nous fasse du Pérez en se foutant dans le mur dès la Q1. Il y a eu 3 gouttes de pluie et ça y est, il y a un seul pilote qui se crache. Enfin, un et demi, on va dire. Logan Sargent et Sergio Pérez, puisqu'on rappelle que Sargent a été touché un peu le mur. On voit plus Cacahuète, je vais mettre la photo à la place. Ah, il bouge un peu, bon, je vais le laisser. Voilà. Pour les Red Bull, en tout cas,
performance est toujours pas là. Là, on est deuxième force ennemie, j'ai envie de dire, plus ou moins égalité avec Mercedes, même si un petit ascendant. Pour Pérez, il va falloir confirmer le peu de positif qu'on a vu. Si on regarde son rythme de course, globalement, il est décent. Pas totalement à la ramasse par rapport à Max, sachant que c'est des stratégies différentes. Hein. Il a un premier relais de 28 tours en pneus durs. Verstappen, on est du 21 en médium. Donc, les deux se comparent pas vraiment. Après, voilà. C'est une situation délicate dans laquelle ils se sont mis. RB. Visa Cash App RB F1 Team, RB Honda, RBPT, VCarb 01 ou Racing Bulls pour les plus officiels. Quoi qu'il en soit, ça a à nouveau été un week-end profondément solide. J'ai envie de dire des deux pilotes, si ce n'était pour un crash de Tsunoda en Q3. On peut dire qu'il s'est bien rattrapé en course avec, comme je le disais plus tôt, une stratégie à un seul arrêt. Il a été le seul à la faire, je crois. Oui. Ah si, il y a eu Pierre Gasly qui a fait un arrêt, mais c'est pas pareil. Ça compte... Enfin, il a fait un deuxième arrêt, mais il n'est pas ressorti au deuxième arrêt. Sinon, il a été le seul à la tenter. Même lui disait qu'il s'attendait pas à la faire. Donc, excellente gestion pneumatique de Yuki. De toute façon, c'est quelque chose qu'on relève depuis qu'il est en Formule 1. Il a une excellente gestion pneumatique, Yuki. Donc, bien joué là-dessus. Et il a réussi à sauver 2 points, ce qui est vraiment parfait pour s'excuser auprès des mécanos de les avoir fait bosser jusqu'à pas d'heure. Daniel Ricciardo, de son côté, a fait un excellent week-end. Meilleur temps en Q1, c'est pas rien, même si, bon, c'était dans des conditions un peu humides. Et il fait vraiment le boulot, mais malheureusement, il perd la course, comme je le disais plus tôt, en s'arrêtant au 7e tour. Et à partir de là, il s'est fait undercut par tout le monde. Et ça a compromis totalement son Grand Prix, puisqu'il a passé sa course coincé derrière les Aston Martin. Il s'est retrouvé derrière son coéquipier, qu'il devançait avant de s'arrêter. Donc, très, très dégoûté, le Danny Ric. Surtout que Danny Ric, il en veut vraiment, parce que là, il a compris que il y a une place à prendre chez Red Bull. Apparemment, on ne lui a rien dit, mais le bruit court en interne, et on le sait, que Christian Horner envisage de faire un petit échange de Ricciardo et Perez, ou du moins, pas Perez, on ne sait pas, mais de Ricciardo à côté de Verstappen. Donc, là, naturellement, depuis quelques Grands Prix, Ricciardo, il donne tout ce qu'il a. Aston Martin. Quand tu vois le début de saison, t'as envie de dire que, voilà, 10 et 11, ça va. Mais franchement, Cookie, à celui qui me retrouvera l'article, je l'ai pas retrouvé. En début de saison, Alonso disait, d'ici la Hongrie, on doit de nouveau être dans la bataille pour le top 5, top 6 en course. Il le disait comme un impératif, là, c'est bon. Il en peut plus, Nando. En qualification, il était en furie, purement et simplement. Parce que, bon, alors, il était en furie parce qu'il s'est retrouvé le drapeau rouge à quelques mètres du drapeau de la ligne de chronométrage. Mais à un moment, hein, c'est comme ça, c'est les règles, Nando. Ça fait 40 ans que tu es en F1. Il était aussi en furie parce qu'il s'est retrouvé derrière une Apex GP dans le parc fermé. Donc, les F1 qui servent pour le film sur la F1, là, avec Brappi. Donc, il n'était pas content. En plus de cela, il s'est arrêté au bout de 7 tours, comme Ricciardo, tout ça. Donc, naturellement, ça a compromis sa course, alors que lorsqu'il s'arrête, il est 7e. Il est 7e et il termine 11e, sachant qu'on a donné à Stroll une stratégie décalée. Super gestion de Stroll sur le premier relais. Il fait 14 tours avec les pneus soft, là où les autres en ont fait 7. Donc, on peut applaudir Lance pour cela, parce que c'est le seul qui a roulé les softs aussi longtemps pendant le Grand Prix. Et bon, il va ramener le dernier point. Il y a eu une consigne de changement de position. Bon,
Visiblement, Stroll n'a pas rendu la place après ne pas être parvenu à rattraper Tsunoda. Moi, j'en rigole parce que on a fait tout un pataquès avec Ocon quand Gasly lui a pas rendu la position, tout ça. Et quand Ocon n'a pas rendu la position au Japon, je crois, je sais plus, mais bon, bref. À un moment, quand t'es 10e, 11e, que tu sois 11e et 10e ou 10e et 11e, y a rien à dire. Y a rien à dire. Alonso est sur une perte de rythme depuis quelques Grands Prix. Je trouve ça inquiétant vu qu'il a jamais eu de réel trou comme ça. Oui, mais quand tu vois l'attitude d'Alonso, tu peux donner... Je pense que Alonso, tu mets Drugovic dans la bagnole maintenant, présentement, il en a rien à foutre. Très sincèrement. Par contre, l'an dernier, à aucun moment, tu convaincs Alonso de lâcher son Aston. Quand il joue les podiums, tout ça. Là, Alonso, en fait, il en a marre. Alonso, il veut jouer des podiums, il veut jouer des victoires. Jouer des P10, je pense qu'il est très content de les laisser à Lance Stroll. Parce que pour lui, 10e ou 11e, ça change rien. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a perdu l'Alonso qui tire le 101% de la voiture. Encore une fois, je suis désolé pour le tic de nez, mais là, avec les allergies, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Ça démange atrocement. Donc je peux pas m'empêcher. Sinon, je m'arrache tout et ça va être pire. Ah, ça. Eh ben, ça a été un bon week-end du futur potentiel retraité Kevin Magnussen. Même si, encore une fois, les qualifications ne sont pas à son avantage, la course a été globalement très bonne. Encore une fois, on le voit sur les rythmes de course. Mais pour lui aussi, arrêt au 6e tour, donc c'est pas la grande joie. C'est pas la grande joie, la stratégie. Mais c'était pas un bon week-end pour Haas, pour Hülkenberg aussi. Hülkenberg a dû s'arrêter en tout début de course. Je crois qu'il avait des dégâts sur la voiture. Donc, il a dû s'arrêter beaucoup plus tôt et ça a compromis sa course. Mais bon, j'ai envie de dire, Haas, il n'y a pas grand-chose de particulièrement positif ou négatif. Ils sont plus ou moins dans leur groupe. Là, ce week-end, ça a été les Aston qui ont tiré le meilleur. Bon, sera peut-être différent à Spa-Francorchamps et à la rentrée, mais on note que globalement, Haas continue à se maintenir dans le groupe du peloton pour les petits points, et je trouve que ça reste un positif. Et j'en dirai pas plus. Je pense que Hülkenberg, faut qu'il profite, quand il voit où il sera l'an prochain, qu'il profite de pouvoir encore jouer des points. Oh, la transition avec les Kick-Sauber. Ah là là, les Kick-Sauber. Bon. Qui a envie d'en parler? Personne? Super. Allez, on zappe. Bottas. Mais Bottas, alors, je sais pas à quel point il est mis en valeur par Joe, mais là, c'est du Bottas comme on n'en a pas vu depuis début 2022. Hein. Alors oui, cette équipe est fantomatique, mais parce que c'est une équipe qui développe pas. Et là, ce week-end, là, j'ai commencé à lire les déclarations hier. Bottas, pareil, hein, il est passé en mode Ocon. On parlera des déclarations, tout ça, après, en fin d'émission, si vous le voulez bien. Mais Bottas, pareil, il en a plus rien à faire. Il en a plus rien à faire. Il est gavé. Il est gavé d'être là parce que la voiture n'avance pas, ne développe pas. Et Joe, il essaye de développer encore un semblant de capital sympathie parce que il sait que lui, il va avoir plus de mal à trouver du boulot que Bottas. Même s'il a 30 millions derrière lui. C'est plus vraiment un argument. C'en est un petit, mais plus aussi important que jadis. Donc je vais pas en ajouter des masses, mais ça a quand même été un week-end solide de Bobo. On note qu'il se qualifie 12e, quand même. 12e, c'est quand même excellent quand on sait où était la voiture. Et il fait une excellente Q1. Il fait une excellente Q1, Bottas. Mais bon, hein, quand on est bon avec le Q, on fait des bonnes kicks. On voit pas le calendrier Bottas, c'est dommage. Et il est là. Celui du mois de juillet, hein, pour ceux qui l'ont raté. En parlant de personnes qui profitent d'être encore en F1, Logan Sargent, qui depuis quelques Grands Prix fait son meilleur Logan Sargent.
puisque il est à 1/10 en moyenne hein, de Albon. Là, on voit, ça se joue à 12 centièmes en qualification. C'est pas la première fois. Si on regarde les rythmes de course, ils sont pas très loin. Alors, on notera que les diagrammes sont ultra compressés, mais c'est tout simplement parce qu'en fin de course, regardez, hein, une 20.5 pour Sargent, une 23.9 pour Albon, c'est-à-dire qu'à la régulière, pas à la régulière du tout, mais il lui colle 3 secondes 4. Sargent plus rapide de 3 secondes 4 pour Albon. Mais parce que Albon finit sa course avec 40 tours en pneus durs et Sargent finit sa course avec 7 tours en soft. Automatiquement, voilà la différence de performance. Bon, en tout cas, les deux étaient assez proches en rythme de course. Allez savoir, ça se trouve, Sargent va revenir dans l'équation pour garder le baquet. C'est pas vrai. Mais allez savoir. Allez savoir. Allez, on va finir avec nos meilleurs amis. On leur fera un Guinness Book de la loose à l'occasion avec Esteban Ocon qui a sorti la sulfateuse pour... Il l'avait déjà fait, mais là, il s'est lâché. On y reviendra juste après le débrief. Tout ça pour dire que c'est un autre week-end voilà, où ils ont été là. Ocon, en conférence de presse, il balance... Oui, bon, il n'y a rien qui va en qualif, il n'y a rien qui va sur les réglages, il n'y a rien qui va sur la voiture, il n'y a rien qui va sur l'opérationnel, il n'y a rien qui va sur la stratégie, apparemment, il n'y a rien qui va sur la fiabilité, parce que je crois que Gasly n'a pas fini la course. Il a balancé un truc du genre. Et c'était jouissif. C'était jouissif. Mais, par contre, je suis pas d'accord, hein. Ocon, il fait pas juste acte de présence, il fait les perfs, hein, je trouve. Il fait les perfs. Alors, Gasly est pas son avantage parce que là, depuis 2 week-ends, c'est pas trop ça, hein, la fiabilité, mais il fait le taf. Il continue à faire le taf, Ocon. Donc ça, on peut pas lui le mettre à charge, je pense. Voilà. Allez, on va s'en arrêter là pour le petit débrief.